chers téléspectateurs, bonjour chez vous. Heureux encore de vous savoir à côté de vos potes téléviseurs. Dans cette émission Vécu du quotidien, aujourd'hui, nous allons plancher sur un sujet que nous croyons très important. Alors, plus d'attention à nous ce matin. Nous sommes là ce matin pour plancher autour du thème la santé mentale et le stress. La santé mentale et le stress. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir autour de nous des professeurs éminents et des pasteurs pour nous aider à élucider les autres dogmes qui entourent ce concept de santé mentale et de stress dans les familles, partout dans les services, dans notre société. Alors, sans tarder, nous allons demander, nous sommes là avec des professeurs, nous sommes là avec des docteurs psychiatres, nous sommes là avec des professeurs aussi docteurs. Alors nous allons faire cette au notre professeur, au pasteur Pavouvu de s'incliner 2 minutes puisque nous sommes dans une institution chrétienne pour demander la grâce de Dieu avant le début de l'émission. Pasteur, oui, pasteur Pavouvu, Samuel. Merci. D'accord, prions. Adorable Père, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous as offerte, celle d'être réunis autour de ce panel pour discuter d'un sujet très pertinent et qui n'est pas des moindres. Mais Seigneur, tu demeures toujours le Tout-Puissant, celui-là qui a créé l'homme de manière holistique. Et tu lui as donné également le corps, l'âme, l'esprit, dans un contexte où il peut évoluer valablement. Nous sommes là ce matin pour discuter des problèmes qui minent la santé mentale et le stress qui surtout est un problème. Papa, nous prions en ce moment que tu prennes contrôle de ce moment que nous allons passer ensemble et nous prions que ta grâce puisse nous accompagner. Demandons, Seigneur, ta sagesse dans la discussion et nous prions également que ton Esprit Saint puisse nous guider en toutes choses pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Et comme je vous le disais tantôt, nous sommes là avec d'éminents professeurs, pasteurs, docteurs. Alors, sans tarder, nous allons vous les présenter. À l'extrême gauche, j'espère que c'est le pasteur Bomboma. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame. Je suis docteur Bomboma, Matindou Aimé. Je suis spécialiste en santé mentale et je travaille au programme national des addictions aux produits psychoactifs. Merci beaucoup. Nous avons un pasteur Bomboma qui était avec nous, mais actuellement il a tapamé. Je pense que c'est peut-être la famille. Soyez les bienvenus à notre plateau ici, à la chaîne de télévision Jésus vous aime. Alors, juste après lui, nous avons le professeur. Il va se présenter à vous. Bonjour, madame. Oui. Nous vous disons merci de cette invitation pour un sujet qui est capital pour le pays et pour les familles. Merci. Je m'appelle professeur Valentin Dassa. Je suis médecin psychiatre et professeur titulaire des universités. Merci, professeur Dassa. Et nous avons vos échos partout. Professeur, je ne l'ai jamais vu. Mais la grâce m'a localisé ce matin de le connaître et de le voir en personne. Soyez les bienvenus. Merci. Oui, à côté, je pense qu'il n'est pas aussi à présenter. Même à moi, il va se présenter à vous parce qu'il est un habitué de la maison. Oui, présentez-vous. Oui, vous avez docteur Samuel Pavouvu. Je suis pasteur et au même moment professionnel de santé mentale. Et je dirige actuellement un institut de formation théologique et sciences sociales, appelé Institut Graceland. Merci. Merci à vous, merci pour les présentations. Merci aux téléspectateurs qui nous ont fait confiance d'être avec nous. Vous ne serez pas déçus. Et plutôt, non seulement à vous seuls, à vos proches, à vos parents et à plus d'une personne dans la société, à travers cette émission, sera vraiment sauvée. Alors, ce matin, nous avons à plancher sur le thème la santé mentale et le stress, la santé dans les familles. Bon, question sans détour, maintenant que tout le monde écrit, nous avons faim, on n'a pas à manger, qu'est-ce qui vous amène à plancher sur la santé mentale? J'espère que ça va aller
D'abord, professeur, d'abord, et le professeur va terminer. Ah, d'accord. OK. Alors, la santé mentale. Selon l'OMS, il n'y a pas de santé sans la santé mentale. Ici, le professeur après va définir Voilà. tous ces contours avant. Alors là, qu'est-ce qui nous préoccupe, n'est-ce pas? Voilà la question. Puisque la santé mentale constitue un aspect très important de l'être humain, parce que Dieu nous créant nous a donné également un côté psychique qui est nécessairement, bien sûr qu'on ne voit pas ce côté en tant que tel, mais qui joue beaucoup sur le bien-être de la personne. Et c'est un côté qui est souvent ignoré, et ce qui crée plus de problèmes dans la société. Parce qu'on se préoccupe des besoins fondamentaux, mais ceci aussi est un besoin plus que fondamental d'ailleurs. Voilà. Merci. Et nous revenons au pasteur Bomba. Docteur. Je suis habitué avec le pasteur Bomboma, docteur Bomboma. Peut-être je vais être appelé plus tard. C'est une bonne chose. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci. Avant de commencer, je voudrais dire un sincère merci à votre télévision, à votre émission, pour l'honneur que vous nous donnez de partager sur un sujet qui est vraiment très capital. Et reconnaître aussi que c'est un honneur que vous me faites quand je siège à côté de mon maître, le professeur Dassa, que vous avez cité tout à l'heure, dans beaucoup d'activités en ce qui concerne la santé mentale et la santé globale au niveau de notre pays et même du monde. Merci beaucoup. Pourquoi s'intéresser à cette thématique ou à la santé mentale? Nous savons que de nos jours, en tout cas dans le monde entier, et particulièrement encore au Togo, où les problèmes, que ce soit au sein des familles, ou les problèmes, que ce soit pour chercher l'emploi, ou des problèmes pour vivre, ou bien pour survivre, c'est d'énormes problèmes que nos populations rencontrent dans les familles, au sein des familles. Ou encore des jeunes qui vont s'adonner à des substances, à des drogues, ou à de l'alcool, ou même dans les établissements, ça cause un véritable problème. Vous voyez, tous ces faits sociaux vont faire qu'à un moment donné, l'homme ne va pas se porter bien. Et quand on n'est pas bien mentalement, ou bien quand on n'est pas bien sur le plan santé mentale, c'est d'abord la personne, mais aussi ses proches, les familles, et c'est pratiquement tout l'entourage qui est touché par ce phénomène de problème de santé mentale, on va le dire comme ça. Et donc, il serait intéressant qu'on en parle. Parce que derrière ce qu'on entend santé mentale, il y a d'autres non-dits. Donc, si on n'en parle pas pour éveiller les consciences, je pense que ça ne va pas aller, ça va aller de mal en pis. Voilà pourquoi c'est important d'en parler. Merci. Merci, docteur. Je ne sais pas. Je suis rentré un peu à moi-même et puis j'ai vu une vidéo. J'aurais pu la lancer avant de commencer cette émission. Cela m'a échappé. Une vidéo, je pense que c'est aux États-Unis, où des personnes sont devenues des choses maniables. Ils ne se contrôlent pas. Alors, professeur, je vous donne la parole. Oui, madame, merci. Effectivement, pourquoi parler de la santé mentale lorsque les gens ont faim, ils sont dans la rue, ils n'ont pas à manger et ils n'ont pas où loger et ils sont dans des conditions misérables. Je vais vous donner un premier exemple. Une équipe avait été envoyée dans une région où il y avait eu une inondation. Et lorsque l'équipe est arrivée sur place, c'était la désolation. Les ustensiles flottaient sur l'eau, les cases étaient tombées, il y avait des noyés et il y avait des morts. Dans ce cas, cette équipe arrivée sur place, l'urgence, c'est d'aider ces gens à avoir un endroit sûr où loger
un endroit sûr où ils peuvent aller aux toilettes et de la nourriture pour manger. Vous voyez que dans ce cas, la santé mentale passe par l'octroi à ces gens de quoi manger, de quoi où dormir en sécurité et même des habits puisqu'ils avaient tout perdu. La santé mentale passe par là. Un deuxième exemple, une équipe également avait été envoyée au Congo, Congo-Brazzaville, parce que un quartier a été dévasté par des balles, parce que c'était proche d'un camp militaire, et les munitions ont explosé et ça a emporté les toits. Les murs sont écroulés, il y a eu des morts et les populations vivant dans ces institutions étaient désemparées et étaient logées dans des camps aux périphéries de Brazzaville. Et lorsque l'équipe togolaise a été dépêchée, en ce moment, un mois était déjà passé. Les gens étaient déjà logés, ils avaient à manger. Mais quelle est la place de la santé mentale en ce moment? Il fallait aider les populations à faire le deuil parce qu'ils ont perdu des vies, ils ont perdu leurs biens et ils n'ont plus d'avenir. Et donc, la santé mentale, après avoir trouvé à manger, après être logé et après être sécurisé, c'est de penser les plaies parce que les gens étaient blessés. Il faut faire le deuil, il faut penser à l'avenir, aux enfants qui doivent aller à l'école. Le dernier exemple que je vous donne est à Dapan, une équipe, pour ne pas dire que mon équipe avait été dépêchée, chez les réfugiés. Vous voyez, les gens avaient été victimes des djihadistes. Et donc ça continue, monsieur. Ça continue. C'est vrai. Ils ont à Mandouri récemment. Exactement. Donc, ils ont quitté leur village. Certains ont vu leur père tué, leur mère éventrée, les cases brûlées, et ils ont fui nuitamment pour se retrouver aux alentours des grandes villes, surtout celle de Dapan où j'étais allé avec mon équipe. Mais ces sujets étaient là depuis plus d'1 an avant que nous allions. Quelle est la place de la santé mentale à ce moment-là? Les gens avaient déjà presque une vie normale, mais il y avait des difficultés pour s'adapter aux conditions de la ville. Ils étaient des étrangers, des Burkinabés et aussi des Togolais. Les enfants étaient en train de grandir. Certains ont commencé même par travailler, mais ils se sentaient encore étrangers. Quel est le rôle de la santé mentale en ce moment? C'est d'aider ces familles à s'insérer, à avoir de l'avenir. Et surtout pour ceux qui veulent repartir d'où ils venaient, il faut les préparer au retour, parce que ce n'est pas du tout facile. Vous voyez, la santé mentale est au carrefour de tout. Moralement, c'est tout le... Voilà, la santé mentale est au carrefour de la maladie physique, également du social, du religieux et de toutes les autres prises en charge. La santé mentale est le carrefour et elle est utile en tout temps et partout. Mais elle doit s'adapter au contexte et aux besoins des familles en un temps donné. Merci, pasteur. Ça donne de la chair de poule. Vous avez quitté, c'était le cas de Dapan. J'y étais le 7 mars 2025. Le 8, j'étais à Mandouri pour certains obsèques, pour résoudre certains problèmes. Le 8, là, un pasteur d'un ministère revenait d'une pastorale de Dapan. Mandouri, c'est entre le Bénin, et à 15 km du Bénin, à 35 km du Burkina. Et côté Burkina, le monsieur à côté, ça ne fait même pas 10 km, est rentré, à peine il est rentré, et les djihadistes, je ne sais pas qui là, ils sont rentrés chez lui, les gorges. Oui, c'est ça. Devant sa femme et ses enfants. Exact.
Merci, professeur. Oui. C'est parce que vous avez cité le cas. Oui. C'est un exemple, papa, que j'ai vécu. La nuit, là, je n'ai pas pu dormir. Un pasteur, que le Seigneur nous aide. Oui, donc, selon ce que les pasteurs ont dit, le professeur, les docteurs ont dit, la santé mentale a sa place. Souvent, on a tendance à penser qu'on a des services corporels parce que nous avons le sang sur nous, nous avons tout, les services moraux sont là, comment l'appelle-t-on, spirituels ou psychologiques sont là, on ne les voit pas, mais pourtant c'est ça qui fait la personne même de l'être. Alors j'espère que ce matin, nous aurons vraiment à recevoir de nos invités pour que nous puissions rectifier le tir. Alors si tel est le cas, quels sont les domaines d'action où on peut parler de santé mentale, de stress, de quoi que ce soit? Je pense que le pasteur Bomboma a touché un peu, mais vous allez nous les citer pour que chacun se mette dans son domaine respectif. Merci. Je commence par le pasteur Bomboma. D'accord. Merci. Je veux toujours que le professeur donne en dernier oui. ses points de vue. Exactement. Merci. Chez nous, on ne dit pas, on dit que la tête ne peut pas être là et le genou va porter le chapeau. C'est ça. Merci. Exactement. Vous faites bien de nous rappeler ça. Merci. C'est très important. Voilà. Et merci beaucoup, madame. Et à l'entame de mes propos, je disais que lorsqu'on parle de santé mentale, c'est un sujet transversal. Hein. Et il est partout. Il est partout, mais très souvent, beaucoup pensent que la santé physique est plus importante que la santé mentale. C'est pas du tout ça. C'est des côtés visuels. Visuels, voilà. Donc, si je me penche sur les exemples que le professeur Dassa vient de donner, quand ça chauffe quelque part, quand il y a une catastrophe, et on s'occupe d'abord du matériel. C'est le matériel. Mais ce n'est pas seulement ce côté. Si nous rentrons, je le disais tantôt, si nous rentrons dans la famille, on doit en parler dans la famille. Si nous rentrons dans une communauté, dans un quartier, dans un village, on doit en parler. Si nous allons au niveau de l'église ou du secteur religieux, on doit en parler. Donc, tous les domaines possibles. Si nous allons actuellement dans nos entreprises, dans nos services, on doit en parler. Comment est-ce que les employés sont gérés? Comment est-ce que ceux qui sont à la tête gèrent leurs collaborateurs, leurs collègues? Comment est-ce que entre collègues, les gens se prennent pour avoir de bonnes relations, pour favoriser une ambiance qui soit quand même favorable pour la santé mentale? Donc, c'est pour dire que dans tous les cas, il n'y a pas un domaine précis qui va être négligé, mais tous les domaines de la vie sont à toucher. Lorsque nous parlons de santé mentale, les actions vont dans tous les domaines. Et il faille, dans un premier temps, reconnaître déjà où est-ce qu'on peut rencontrer, ou quels sont les facteurs, ou quels sont les événements ou les situations possibles qui vont faire en sorte que quelqu'un qui vit dans un état de bien-être puisse être touché. Vous voyez un peu. Maintenant, si ces domaines-là sont déjà couverts dans les familles, nous savons comment les conditions de vie sont dans les familles, la pauvreté est dans, on n'a pas à manger, on n'a pas à se loger. Tous ces domaines-là possibles doivent être vécus, doivent être touchés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour qu'à un moment donné de la vie, quand quelqu'un a fait face à un problème qui le dépasse, qui ne peut pas s'en sortir, qu'est-ce qu'on fait pour aider cette personne-là à revenir à l'état, on va le dire, normal? Donc, pour résumer, tous les domaines de la vie constituent les champs d'action où nous pouvons aborder la thématique, nous pouvons parler de la santé mentale sur tous ces aspects. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'accord. Bon, je au pasteur quoi vous. Voilà. D'accord. Sur les champs d'action de la santé mentale, comme venait de le dire le professeur Dassa, la santé mentale est au carrefour de tout. Étant donc au carrefour, elle touche plutôt toutes les couches de la vie. En tant que responsable ecclésiastique ou bien spirituel, si on peut le dire ainsi, le plus souvent, nous, dans notre contexte, on se concentre plus sur le côté spirituel. La cure d'âme.
C'est comme bon pasteur. Voilà. Et on oublie le côté quand même psychologique de la chose, parce que des fois, il y a des cas de délire qui peut être dû à un problème de santé mentale ou bien à un trouble mental, mais nous, dans notre contexte, on pense souvent aux mauvais esprits et c'est la chasse aux démons. Bien sûr, il y a ces cas aussi. La schizophrénie, elle est là. Voilà. Mais il y a des cas aussi qu'on doit prendre. Donc, surtout, il est temps que dans le domaine spirituel, pas seulement au niveau de l'Église, mais dans tous les corps spirituels, qu'on pense également à ce côté psychologique de la chose, ou bien au côté où on doit quand même se référer ou bien consulter aussi les professionnels de santé mentale. Et le professeur Dassa fait beaucoup dans ce domaine déjà, et nous osons l'accompagner dans ce domaine également. Et surtout, personnellement, c'est un aspect qui me tient beaucoup à cœur et que nous sommes en train de travailler là-dessus. Je m'arrête là pour le moment. Merci, professeur Dassa. Si vous avez un mot à ajouter, quelles sont vraiment les causes avant d'entamer cette question? Quelles sont les causes? Et vous allez ajouter par rapport à ce que vos enfants ont dit et vous allez nous dire les causes réelles de ces traumatismes. Le pasteur Bonboma venait de le dire dans sa première intervention, qu'il y a les drogués et beaucoup de choses. Mais je vais comprendre les causes. Nous voulons comprendre les causes. Avant de comprendre les causes, à ça ajouter quelque chose à ce que vos enfants ont dit et voir réellement les causes et les domaines et les dégâts. Les dégâts que cela apporte à la société. Oui, je partage l'avis de mes deux collègues pour ce qu'ils ont dit, et j'aimerais seulement confirmer que la santé mentale, eh bien, elle est présente chez tous les individus depuis la conception dans le ventre de la femme jusqu'à la mort. Et voyez ces différentes étapes, eh bien, on peut intervenir et la santé mentale occupe une place prépondérante. Vous voyez la femme enceinte, elle doit être chérie, elle doit être accompagnée parce qu'elle porte une vie. Et vous connaissez les violences économiques, les violences sociales, familiales, conjugales que ces femmes-là peuvent subir pendant la grossesse, et ça peut porter atteinte à la personne elle-même, mais aussi à l'enfant qui va naître. Donc, la santé mentale doit intervenir déjà dès la conception dans un couple. Ensuite, à la naissance, l'enfant doit être éduqué par papa et maman, et ensuite doit aller à l'école. Vous voyez, donc pendant cette jeunesse, l'enfant doit être accompagné, pas uniquement pour soigner ses maladies physiques, mais aussi pour l'éduquer et le scolariser selon ses capacités, ses potentialités, selon les normes. Et vient l'adolescence, où tout bascule. Pendant l'adolescence, le sujet est dans une force terrible. Et tout peut basculer. Si on ne sait pas bien cadrer l'adolescence, ça peut être la catastrophe. Et la santé mentale également, à ce niveau-là, doit agir pour stabiliser, équilibrer. Et je passe, le mariage. Le mariage aussi, vous savez, c'est un grand tournant dans la vie d'un être humain. Et ensuite, la vieillesse, la retraite, la vieillesse. Tout ça, là, c'est des périodes extrêmement capitales pour que la santé mentale puisse aider. Maintenant, quelles sont les causes des problèmes de santé mentale? Je vais les mettre en 4 catégories. Dans la première catégorie, c'est tout ce qui est maladie dans le corps.
une maladie grave. Exemple, un traumatisme crânien. Vous faites un accident, vous cassez la tête. Ou bien vous avez une tumeur dans le cerveau. Vous avez une infection grave, chronique. Et voyez, le fait que le corps souffre, le mental peut prendre le coup. Et donc, beaucoup de gens ne soignent que le corps, alors que le mental, le somatique, alors que celui qui souffre le plus, c'est celui qui est psychologique. Voilà pourquoi, dans les soins de santé de corps, le mental doit accompagner. Ça, c'est la première grande cause. La deuxième grande cause des troubles de santé mentale, vous savez, le docteur Bonboma en a parlé, c'est ce que nous mangeons, ce que nous buvons. Vous voyez, les aliments, l'air pollué, les pesticides. Vous voyez? Ensuite, on voit aussi la drogue, l'alcool, le tabac et tout ce qui se trouve dans la nature et que nous consommons peuvent nous créer des problèmes de santé mentale. Et la troisième catégorie, c'est en fait la vie en commun. C'est-à-dire, nous vivons dans une société, dans une famille, dans un couple. Et il peut y avoir des difficultés dans le couple, des difficultés dans la famille. Exemple, les décès, les divorces mal préparés, les conflits dans la famille, les conflits familiaux, les problèmes d'éducation des enfants, les problèmes de violence à l'école, les problèmes de difficultés d'emploi. Vous voyez, tout ça, là, ça peut générer des problèmes au niveau du mental. Et nous devons gérer. La quatrième catégorie, c'est en fait l'individu lui-même. Vous savez, quand nous naissons, nous devons nous-mêmes forger une personnalité. On vit avec les gènes que les parents nous ont donnés, mais nous-mêmes, nous devons développer notre personnalité pour nous épanouir, évoluer, assouvir à nos convictions personnelles, mais au milieu des autres. Et donc, en le faisant, soit on peut être résilient, fort et aller jusqu'au bout, mais malheureusement, parfois, le vent est très fort, on est fragile, on est diminué et on est plus vulnérable à la maladie. Voilà. La cinquième cause, c'est prenez un mélange de toutes les 4 premières causes que j'ai citées. C'est-à-dire qu'une maladie dans le corps qui est grave, budgétivore, va faire que, eh bien, vous êtes totalement par terre parce que vous n'avez pas les moyens. Financièrement, matériellement. Voilà. Et en ce moment-là, vous ne pouvez plus assurer les problèmes de famille, de couple. Donc le couple prend un coup. Et si jamais vous trébuchez en allant au boulot, vous faites un accident, vous cassez le crâne, et si pour calmer les douleurs, vous prenez beaucoup d'alcool, vous voyez que ces causes-là se mélangent et ça peut aboutir à une maladie mentale. Voilà les différentes causes. Mais j'aimerais faire un petit aparté pour dire qu'il faut faire la différence entre le stress et le traumatisme. Ce n'est pas la même chose. Quand on a le stress, un individu ou une communauté est stressée, c'est qu'elle fait face à une contrainte à laquelle elle doit s'adapter. Donc, c'est une réaction du corps face à une situation qui n'est pas habituelle et à laquelle la personne doit mener des efforts pour s'adapter. Exemple, devant un examen. Vous voulez passer un examen, une interview. Vous déménagez. Ou en venant ce matin, il y avait un embouteillage. Or, nous devons être au plateau avant 8 heures. Donc, c'est des situations
devant lesquelles l'individu doit réagir, trouver une solution, soit prendre un détour, ou attendre patiemment, ou bien innover. Votre patron vous demande un travail, de faire ça dans 1 heure de temps, il vient chercher parce qu'il a une réunion. Vous voyez, le cœur va battre, la créativité va venir, et c'est un défi, et vous le faites. C'est ça le stress, en fait. Donc, le stress nous permet de nous adapter à des situations. Mais quand la situation passe, nous revenons dans un fonctionnement normal. Donc, le stress n'est pas une maladie. Regardez le stress de tous les jours. Normalement. Oui, ce n'est pas une maladie. Et c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui dit qu'il vit sans stress, il a un légume. Voilà, il vit une vie monotone, sans créativité, sans énergie, sans innovation. Maintenant, quand est-ce que le stress devient un traumatisme? C'est lorsque la menace ou la contrainte qui est opposée au sujet dépasse ses capacités et le sujet se trouve dans une condition où son corps, l'intégrité de son corps est menacée, ou alors il fait face à une mort ou à quelque chose de grave, à sa propre mort, ou il est témoin. Exemple, accident de bus où il y a des morts et vous avez été victime ou vous êtes dedans. Catastrophe aérienne. Inondation dont j'ai parlé où vous voyez votre mort en face, ou les viols, les braquages. Vous êtes face à la mort. Dans ce cas-là, ça peut générer un traumatisme. Ça veut dire que vous avez une blessure psychique. Donc, c'est une blessure psychique qui peut s'ancrer dans le cerveau. Et si vous ne faites rien, ça peut revenir plus tard dans les cauchemars ou dans la vie, des flashbacks. Ça, vous revivez la scène et ça peut vous pourrir la vie. Donc, le traumatisme n'est pas le stress. C'est différent. Et les causes, je viens de les dire. Le traumatisme peut être créé par exemple, la prise d'otage, les incidents, les accidents de la route, ou encore les incendies, les enlèvements, vous voyez, les viols, etc. Voilà. Tandis que le stress, c'est les tracas de la vie quotidienne. C'est au quotidien. Au quotidien où on peut s'adapter. Mais quand le stress est dépassé et il est très chronique, ça peut devenir un traumatisme. Merci, professeur Dassa. Et je vais revenir, je vais donner la parole au professeur Bomboma, docteur Bomboma, pour nous dire comment pouvons reconnaître ces personnes et les aider. Parce que quelqu'un qui souffre de ce mal, c'est difficilement aussi qu'il sache. Il peut le savoir, mais s'amener ou bien se porter volontaire pour aller faire une telle constatation, c'est très difficile. Et donc, comment aider ces personnes? Les reconnaître, les signes cliniques, les reconnaître et maintenant les aider. Merci beaucoup, madame. Il y a plusieurs pans à votre question. C'est très important. Et dans tout ce que nous allons appeler troubles ou problèmes de santé mentale, il y en a qui peuvent survenir, dont les personnes même sont conscientes qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils peuvent le savoir. Il y a certains troubles où la personne elle-même elle se dit « Ah, j'ai vécu telle situation, mais à partir de cette situation, j'ai changé. Mon comportement a changé face à ce qui s'est passé. » Et cette personne-là, par exemple, elle peut des fois demander de l'aide à travers plusieurs canaux. Maintenant, il y a d'autres troubles où les personnes elles-mêmes ne sont pas conscientes de ce qui se passe à leur niveau. Donc, tout passe par un certain nombre de changements. Imaginez un frère, une soeur, une personne que vous connaissez, avec qui vous êtes habitué, mais du jour au lendemain, on se rend compte que cette personne qui avait la joie de vivre, cette personne qui était motivée pour ses activités habituelles, n'est plus motivé, il est isolé. Il s'enferme dans la chambre où il a une façon de fonctionner qui a changé. Donc à partir de ça, nous qui sommes autour, c'est nous qui devons peut-être aller reconnaître que cette personne qui était
comme ça à changer de comportement. Et vis-à-vis de ça, on peut déjà, soit par l'observation, c'est les outils qu'on utilise. Hein. Déjà, quand je dis vous regardez quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un avec qui vous êtes tous les jours, et à un moment donné, son comportement a changé. Ou sa façon de parler a changé. Ou des fois, il va vous dire qu'il entend des choses, il voit des choses, des bruits, ou il se sent menacé. Donc, tous ces éléments-là peuvent être observés, peuvent être écoutés, vous voyez un peu, par ceux qui l'entourent. Nous qui sommes à l'entourage, on peut remarquer ça. Et c'est à partir de ces éléments-là qu'on peut soit approcher, on commence toujours par approcher la personne pour dire, mon frère, ma soeur, il y a quelques jours, je te sens motivé, tu es habituellement dans tel état, mais j'ai vu un changement à ton niveau. Tout passe par le changement. Et de là maintenant, soit on apporte de l'aide, ne serait-ce que l'écoute, hein, on passe par l'écoute. Et ça, toute personne peut le faire. Maintenant, pour nous professionnels, on a beaucoup plus d'habileté. On a cette formation-là qu'on va appeler l'écoute active, qui est beaucoup plus professionnelle. Il faut qu'on vous forme à ça. Et tout le monde peut être formé à ça pour ne serait qu'apporter de l'aide à la personne. Peut-être c'est une situation stressante que la personne a vécue et ça a impacté sur lui et ce changement de comportement est survenu. Là, directement, on peut l'approcher et essayer de l'aider. Dans le pire des cas, si le changement est vraiment grave, je vais le dire comme ça, où les gens vont aller jusqu'à se déshabiller, à dire qu'ils entendent des voix, à se sentir menacés, à courir, à marcher pieds nus par exemple, vous voyez que devant cette situation, tout le monde peut l'observer et à partir de ce moment, on oriente maintenant ces personnes vers des structures qui sont habilitées à prendre en charge ces situations. Voilà, merci. Oui, je reviens, pasteur Kwavovo. Oui. Vous avez parlé de nous les pasteurs qui réduisent tout en relation d'aide, aider la personne, cure d'âme. Après cet état, vous en tant que docteur à la matière, psychiatre, quelles sont les tentatives de solutions que vous pensez apporter au niveau du corps pastoral pour que ces genres de personnes puissent quand même être traitées dans la totalité? Merci pour la question. Tout d'abord, il faut comprendre que l'homme est un tout. Et lorsque nous disons que l'homme est un tout, je vais me référer un peu à la Bible, comme il s'agit de mes collègues pasteurs. Et lorsque nous rentrons déjà dans Genèse, à la création de l'homme, Dieu a d'abord dit faisons l'homme à notre image, et il a été fait parfait. Et dans la création de l'homme, on voit déjà 3 aspects qui sont palpables. D'abord le corps, comme la Bible dit, il a pris de la poussière de la terre, il a formé l'homme. Et après, on dit qu'il a soufflé en lui le souffle de vie. Bon, ce souffle de vie, c'était quoi? Plus tard, on voit que c'est de la poussière de la terre aussi que les animaux aussi ont été faits. Mais il n'a pas soufflé en eux avant qu'ils n'aient commencé par respirer. Donc ce n'est pas le souffle de vie, là, ce n'est pas la respiration en tant que telle, c'est plutôt son esprit qu'il a insufflé en l'homme. Capable du rima. Voilà. Plus tard, Dieu dit maintenant, cet homme-là qui est corps, âme et esprit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et de cette aide semblable, nous avons aujourd'hui la société. Ce qui met en relief là-bas le côté relationnel de l'homme aussi. Alors, si nous mettons tout ensemble, mais quand un aspect est touché, si c'est le corps, comme venait de le dire le professeur, lorsque quelqu'un est malade dans le corps, son côté psychologique aussi est affecté, sa santé mentale aussi est affectée. Et du coup, ça peut également affecter l'esprit, parce qu'un malade, des fois, n'arrive plus à prier. On a tendance à même accuser Dieu, nous laisser pour compte. Donc, il y a tout ça là qui est mélangé. Alors, si l'homme n'est pas uniquement esprit, il est également corps.
ce que je pourrais dire à nous les spirituels, c'est de penser aussi aux autres aspects de l'homme. Parce que nous avons la spécialité dans ce domaine spirituel. Alors, des fois, ce n'est pas seulement ça. Comme venait de le dire Dr Mboma, et quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale a des hallucinations. Bien, il entend des choses, il voit des choses que d'autres ne voient pas, et il se sent aussi menacé. Toutes ces choses-là. Du coup, nous pensons souvent que lorsque quelqu'un voit quelque chose que les autres ne voient pas, bon, et si ça rentre dans le domaine peut-être positif, on a tendance à considérer cela comme étant une révélation. Une possession. Voilà, mais non, si c'est mauvais, là on parle de possession. Mais si c'est bon, il y a un exemple que je vais donner, c'est un exemple qui s'est passé juste à côté, ici au Bénin. Nous avons un pasteur là-bas et lors d'une formation en santé mentale comme ça, et il a donné ce témoignage. Que dans l'église, il y avait un ancien qui a commencé par voir des choses. Et qu'est-ce qu'il voyait? Et lorsque un jour le pasteur était en train de prêcher, il a vu un ange derrière le pasteur. Il voit souvent les anges soutenir le pasteur. Et ça, c'est une bonne chose. Mais un beau jour, il s'est fait que cette fois-ci, ce n'est pas un ange qu'il a vu. Il a vu plutôt le diable derrière le pasteur. C'est une histoire vraie. Quand il a vu le diable derrière le pasteur, alors là, non, ce n'est plus normal. Du coup, on a commencé par chasser le démon responsable de cela. Et on pensait que cette hallucination était due au mauvais esprit. Et ça a continué sur des mois. Selon le pasteur même, il s'est fait que, bon, il a dit que nous avons chassé les démons localement au niveau de l'église. Sur le plan national, quand on a des conventions, sur le plan international, mais le problème, c'est jusqu'à 2 ans. 2 ans après, il y a un élément. Le diable était toujours derrière. Le diable était toujours derrière. Maintenant, après environ 2 ans, un membre a dit, mais pourquoi ne pas maintenant l'envoyer à l'hôpital pour qu'on fasse au moins le scanner et voilà. Bon, il s'est fait qu'en ce temps-là, il n'y avait même pas le scanner au Bénin. C'était à Lomé ici qu'on avait amené intéressé et on a constaté qu'il avait une tumeur cérébrale en phase terminale maintenant. Et on n'a pas pu même l'opérer pour le sauver, il était décédé. Et à compter de ce jour, c'est là où le pasteur même a décidé d'aller s'inscrire à l'université pour la psychologie. Il dit comment est-ce que nous pouvons travailler avec les gens, accompagner les gens sans savoir ce qui se passe dans la tête de la personne. Alors, que dirais-je alors à mes collègues? Quand le cas démoniaque se présente, on doit pouvoir discerner. Parce que si c'est le démon, quand tu dis sors, le démon va sortir. Au nom de Jésus. C'est ce que je crois. C'est ça. Si le démon refuse de sortir au nom de Jésus, alors là, il faut référer l'intéressé au professeur Dassa. Chercher les causes ailleurs. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Ça fait 2 questions que le professeur doit donner et son point de vue. Question, les signes cliniques, comment les reconnaître et maintenant, s'il y a un mot à placer par rapport à l'intervention du pasteur et Samuel, oui. D'accord, oui. Vous avez la parole. Je suis très satisfait de la réponse de mon collègue Bonboma et du pasteur Bavouvou. Bien, effectivement, comment se manifestent les signes de stress ou de traumatisme ou de maladie mentale? Sachant que chaque individu est particulier. Chacun a ses caractéristiques propres et ça peut se manifester de différentes manières. La simple façon d'exprimer ça, c'est que chez nous les Africains, un problème mental peut s'exprimer par le corps de l'individu. C'est-à-dire, en ce moment-là, on aura des problèmes
de douleurs qui ne passent pas, des migraines qui ne passent pas, des douleurs de ventre, le cœur qui bat la chamade, le cou qui n'arrête pas de faire mal, la tête qui fait mal. Mais quand on fait un bilan, il n'y a rien. Mais on prend les médicaments, ça cède un tout petit peu et ça revient. Donc, quand il y a les manifestations de score comme ça, qui durent dans le temps, et dont les résultats au niveau médical ne donnent rien, il faut penser à un problème psychologique. C'est très important. Ensuite, vous voyez, cela aussi peut se manifester dans nos tâches quotidiennes. Si je prends l'exemple d'un élève, vous voyez un élève qui était brillant et à un moment donné, les résultats chutent. Ses notes baissent et l'enseignant va dire il est évasif à l'école, et il ne répond plus aux questions, il est lent dans ses mouvements, il ne va plus à la récréation jouer avec ses copains comme avant. Attention, l'enfant n'est pas indiscipliné, il n'est pas paresseux. Probablement, il a un problème. On voit même des jeunes de 15 ans, 16 ans, 12 ans qui recommencent par faire pipi au lit. Ça veut dire qu'il y a un problème psychologique derrière. Je prends un adulte qui va au boulot, il va au champ, il va dans son travail, mais depuis un certain temps, il n'arrive plus à travailler. Il a des difficultés à finir le travail qui s'est fixé pour la journée. Il remet au lendemain. Le travail qu'il faisait en 2 heures, il met une semaine. Le travail s'empile, il va en retard, il n'est plus motivé. Attention, il peut avoir un problème psychologique derrière. Et de la même façon aussi, notre vie en famille. Un père ou une mère peut changer de comportement. Soit devenir plus violent avec les enfants, n'assume plus son rôle paternel ou maternel, n'a plus envie de rien, ne dort pas la nuit, ou bien a des comportements, commence pas à boire un peu plus qu'avant, ou bien fumer. Attention, il peut avoir un problème psychologique derrière. Je suis content que le pasteur n'ait pas dit que tout est le diable ou le démon. Il a quand même reconnu. Ah oui, il a reconnu, je suis content. Part. Voilà, parce que effectivement, il faut d'abord voir sur le côté médical s'il y a un problème. Et nous, médicalement, on examine la personne, on demande des bilans. Parfois, si vous avez un problème dans le corps, ça peut se traduire dans le mental. Et nous, médicalement, on peut le savoir. Ensuite, nous voyons le côté relationnel. S'il y a des conflits à la maison, conflit avec le maître d'école, conflit avec son employé ou son employeur, conflit avec ses pairs, surtout chez les jeunes adolescents, les questions de gourmets fracassés, les problèmes de relations amoureuses, en cas de séparation, de tricherie ou de déception, eh bien, ça peut affecter le mental du jeune ou du couple. C'est ça. Donc, nous voyons que le spirituel est aussi extrêmement important, mais il y a un temps pour le côté médical, un temps pour le côté psychologique et un temps pour le côté spirituel. Et on doit respecter ces temps-là. C'est ça. Voilà. Et donner à chaque cas et faire converger de ces cas à chaque acquis de droit. Absolument. Pour que la personne puisse être prise en charge. Surtout que nous sommes complémentaires. Merci beaucoup. Vous voyez, nous devons travailler ensemble et chacun donne sa part pour que l'individu ait au finish une aide complète. Une année, l'année, je pense en 97-98, j'ai fait, comme il a dit, quelques études de 3 ou 4 mois avec la jeunesse en mission, en relation d'aide. Si. Et là, un monsieur a déballé ce qu'il avait dans son corps. Il disait que à 60 ans presque, sa maman lui dit,
qu'il n'est pas l'enfant du père présumé. Et quand il parlait, il versait les larmes. Il criait. Ça l'a vraiment marqué. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Oui, pasteur, professeur, médecin, tout. Je suis très, très contente de vos interventions. Alors, nous sommes à la RTJVA, la télévision Jésus vous aime, ici au Studio Vert, avec les professeurs, les pasteurs, les médecins, psychiatres. Et nous sommes là pour vous. Ils sont là pour vous donner quelques lumières sur vraiment la santé mentale, le stress. Alors, si vous avez des courriers, écrivez, amenez-nous. Ce n'est que partie remise, quelques minutes qui restent pour qu'on termine. Vous allez après nous envoyer à la RTJVA vos inquiétudes et quand la prochaine fois on va se rencontrer, ils vont se plancher sur ces questions pour vous donner des solutions. Alors, avant de finir, nous avons deux questions avant de finir. Et la 6e question, c'est que les patients, comme nous l'avons vu, ça demande de l'argent. Et l'argent, vraiment, le malade n'a pas demandé la maladie, mais c'est arrivé. Sur le plan national, excusez-nous, on ne peut pas dire étatique, mais nous sommes responsables, nous sommes tous responsables de tous. Comment pouvons-nous aider ces personnes que nous découvrons et qui n'ont pas de moyens sur le plan social, administratif, politique, religieux. La religion, je sais que dans les églises, là, je veux que le professeur Dassa réponde à cette question. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Oui. On n'a pas besoin d'être médecin pour être spécialiste de santé mentale. On a seulement besoin d'être un humain. C'est ça. Et c'est aussi presque une vocation. Et je peux vous dire que la plupart d'entre nous qui devenons humanistes, soignants, eh bien, nous avons cet appel-là pendant la tendre enfance. On ne se rend même pas compte. Ce besoin d'aider, de soulager, d'accompagner, c'est très profond et parfois c'est inconscient. Et vous savez, toute personne qui a envie d'aimer l'autre, d'aider l'autre, n'a pas besoin d'avoir des millions. C'est la proximité, le fait d'être à côté, le fait de donner le sourire à quelqu'un qui est triste. C'est déjà de l'or. Et je peux vous assurer aussi que être proche d'un sujet, d'un malade, qui est couché, qui est assis, l'aider à se relever, ça ne demande pas des millions. C'est la volonté et la motivation à aider. Et nous, en santé mentale, c'est ce que nous faisons. Et nous sommes en période pascale. Et vous savez, notre relation à l'autre qui a besoin est comme la résurrection. C'est-à-dire que quelqu'un est couché et il se met debout. Le meilleur terme dans la Bible pour la résurrection, c'est en grec. C'est anistémie. Ça veut dire que mets-toi debout et avance. Et ce n'est pas à coup d'argent. C'est à coup de volonté et de volonté personnelle. C'est ce que nous faisons. Et sur le plan de la santé mentale au Togo, nos autorités administratives, nos autorités sanitaires ont mis en place des structures pour prendre en charge tout Togolais ou non Togolais qui souffrent de l'oméoscadapan. Je peux vous assurer que dans presque tous les centres hospitaliers régionaux, tous les CHU et presque les centres hospitaliers des districts, de Lomé jusqu'à Dapan, il y a une structure de santé mentale qui est gérée par les médecins, les psychologues, les professionnels de santé mentale qui peuvent aider
Et dans chaque structure, il y a aussi un service social qui fait que lorsque vous n'avez pas de moyens, ce service social peut réduire ou peut vous aider. Ça, c'est les structures publiques. Et nous avons aussi des structures privées. De Lomé jusqu'à Dapaon, la plupart sont des structures confessionnelles et qui aident aussi à travers les moyens religieux, mais aussi les moyens médicaux et le service social. Et il y en a même qui vont dans la rue pour prendre les malades errants, pour aller les soigner et les réinsérer dans leur famille. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous savez, toute santé, toute prise en charge a un coût. Et la santé n'a pas de prix. Et je salue vraiment les structures qui aident. Et je salue aussi ceux qui peuvent accepter que les malades qui n'ont rien puissent payer en nature. Et je pense qu'on va en arriver là-bas. Et je suis sûr que la solidarité et surtout la collaboration entre les soignants, entre les pasteurs, entre les guérisseurs traditionnels et les familles et les leaders religieux, s'il y avait une coordination, une collaboration, je pense qu'on pourrait aider mieux la population. Merci beaucoup, professeur Dassa. Et vraiment, vos paroles nous ont... Toute l'émission nous a vraiment aidé. Une collaboration pour pouvoir aider tout le monde. Notre temps à son terme, je voulais qu'on planche sur quelque chose, mais vous avez parlé de la drogue, de la cigarette et du tabac, mais vraiment, la prochaine fois, si vous avez un peu de votre temps pour nous le prêter ici, nous avons parlé des dangers de la drogue, des cigarettes. Dans le temps, nos parents fumaient. Ils prenaient du tabac, hein, prenaient de la pipe. Hein. On ne voit pas tous ces dégâts-là comme ça. Mais aujourd'hui, la drogue là avec les enfants, 15 ans, 20 ans, je vous dis, j'ai vu cette vidéo qui est conçue aux États-Unis, des personnes qui sont devenues mal formées. C'est fini spirituellement comme physiquement. On ne peut plus les retrouver. Est-ce que, bon, moi je le dis en citoyen lambda, peut-être que vous les spécialistes, vous allez quand même nous dire qu'on peut les récupérer. Donc notre prochaine, absolument. Notre prochaine émission, si Dieu le veut, que vous avez du temps, je pense qu'il y a il y a quelque chose en amont qui se prépare, un événement qui aura lieu le 20. Je ne sais pas si vous êtes un peu associé à cet événement. Oui. C'est dans quel cadre est-ce qu'on peut le savoir? Voilà, nous avons donc à partir du 20 une formation que nous avons, disons, préparée avec le docteur Babou, docteur Lynn Westman, qui est aux États-Unis, et le ministère de la Santé, dont le représentant est le docteur Bomboma. C'est ça. Sur la formation, vous savez, ce n'est pas la première fois. C'est ça. Donc, l'IS nous a formés depuis depuis 2010. 2010, donc ça fait 15 ans. Et avec son ONG Mercy Ships International, et a formé en Afrique de l'Ouest, de Dakar jusqu'au Bénin. C'est ça. Et c'est des formations pour les non-spécialistes en santé mentale. Et elle avait formé les guérisseurs, les pasteurs, les personnels de santé qui ne sont pas de la santé mentale. Et c'est ça qui va se continuer parce qu'il faut tout le temps actualiser les connaissances. Et elle va utiliser un outil récent conçu par l'OMS pour former un noyau de professionnels de santé et pour aider mieux la population. Merci beaucoup. Nous sommes à terme de notre émission et j'espère que nous avons peut-être abusé de notre temps. Donc, il n'y aura pas tellement de mots de fin. Mais pas de souci, c'est ça. Nous allons tout simplement demander à l'un d'entre vous de prier encore pour que tout ce que nous venons d'entendre, surtout
les téléspectateurs, vous qui êtes partout aux États-Unis, et vous nous dites que vous êtes très très bénis de nos émissions. Je pense que c'est encore une bénédiction pour vous. Et tous ceux qui sont dans nos pays africains, il y a une conférence. J'espère que après, ce qui ressortira aussi va vous être bénéfique. Que le Seigneur nous aide. Nous profitons pour dire merci aux responsables de cette église qui ont eu cette idée, cette vision de nous donner ce canal de communication pour l'évangile, et ça nous sert aussi de plus. Merci aussi à vous, merci à tout le monde. Merci à vous, professeur Dassa, soyez bénis. Vous êtes très difficile à retrouver, mais le Seigneur vous nous l'a donné aujourd'hui. Et le docteur Bomboma, le docteur et pasteur Samuel, et que le Seigneur vous bénisse et que la conférence soit vraiment une bénédiction pour le Togo. Merci. J'espère que le pasteur Soule nous a fait comprendre que c'est dans une de nos églises Assemblée de Dieu, à oui. Deux Lions, juste en face de Deux Lions, sera cette formation. Et que Dieu vous bénisse. Alors, encore une fois, oui, vous allez apprendre à prier. Priez pour nous. Oh. Vous allez donner le témoin à votre fils. Je donne le témoin. Pasteur Samuel, ça est béni. Ok, prions. Père de gloire, nous voulons te dire encore merci. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à ce moment-ci. Merci pour le sujet et merci surtout pour les intervenants. Et je remets tout entre tes mains, ceux-là qui nous ont écoutés en ce jour. Seigneur, je prie à ce qu'ils puissent également tirer leur leçon de ce passage et que la grâce leur soit donnée de pouvoir réajuster leur quotidien pour le meilleur devenir. Merci, Papa, d'avoir pris contrôle. Nous te remettons encore ta servante qui nous a accompagnés en ce jour et nous prions que tu lui donnes plus d'ouverture pour continuer dans la même tendance. À toi, seul Seigneur, la gloire pour le siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous, nos techniciens. Vous nous avez donné de belles images. Soyez bénis et à la prochaine. Bye bye.